Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi. 3 à 4 jours, c'est l'ultimatum fixé par Donald Trump au Hamas pour accepter son plan de paix ou présenté comme tel pour Gaza. Faute de quoi, le groupe responsable des attaques terroristes du 7 octobre 2023 périra en enfer, je cite le président américain. En attendant, Israël poursuit son offensive sur l'enclave palestinienne. Le mouvement de réforme sociale Gen Z 212 prend de l'ampleur au Maroc. Il y a eu des heurts hier soir entre manifestants et forces de l'ordre, notamment à Agadir, Oujda ou encore à Rabat. 200 personnes ont été interpellées en 3 jours. On y reviendra dans le journal de 11 h. Et puis en ce 1er octobre, c'est le début d'Octobre Rose, un mois en France pour sensibiliser sur une maladie qui touchera une femme sur 8 au cours de sa vie. Le cancer du sein, un cancer que l'on sait guérir dans l'immense majorité des cas aujourd'hui, mais il faut le prendre tôt, d'où l'importance du dépistage. Et c'est la signification du ruban rose que vous voyez aujourd'hui sur le revers de ma veste, la lutte contre le cancer du sein. Je le disais à l'instant, il touche une femme sur 8 au cours de sa vie. Et quand il est détecté suffisamment tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10. Mais non sans des traitements lourds, des chirurgies parfois, des séquelles physiques et psychologiques. Et c'est de l'après-cancer dont nous voulions parler aujourd'hui. Cette période qui existe peu en réalité dans le récit, une période qui, si elle est synonyme de guérison ou de rémission, peut être aussi un moment difficile ou à minima une étape qui nécessite d'être bien accompagnée. Je le suis moi ce matin avec mes invités bien accompagnés. Alexia Cassard, Noémie Caillot et le docteur Anne Brédard. Cancer du sein, la vie autrement. Bonjour mesdames, merci d'être là. C'est Parlons-en, on a beaucoup de choses à se dire et c'est parti. Bonjour Alexia Cassard. Bonjour vous. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes tatoueuse, spécialiste de la reconstruction de femmes victimes de cancer du sein. Vous allez nous raconter tout ça tout à l'heure. Face à vous, Noémie Caillot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes comédienne, co-écrivaine de Malines, spectacle dans lequel vous racontez votre tête-à-tête avec la maladie. Spectacle dont la captation sera diffusée ce lundi sur Canal+. Et vous en avez aussi tiré un livre de ce spectacle qui s'appelle Malines, qui est sorti aux éditions Payot. Et avec nous à distance le docteur Anne Brédard. Bonjour docteur, merci beaucoup de participer à cette discussion. Vous êtes psychologue clinicienne, chercheuse à l'unité de psycho-oncologie de l'Institut Curie, qui est l'un des plus grands centres européens de recherche et de soins sur le cancer du sein. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, tout à fait. Merci. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être là à l'occasion du début de ce mois d'Octobre Rose. Un mois, je disais en France, mais en réalité, c'est une opération qui a lieu dans le monde entier pour sensibiliser sur cette maladie qui touche plus de 60 000 femmes chaque année ici en France. Vous êtes l'une de ces femmes, Noémie. Vous avez appris que vous aviez un cancer du sein. Vous aviez 27 ans. Pas vraiment l'âge auquel on y pense. À ce moment-là, vous étiez toute jeune, donc vous preniez des cours de théâtre. Je crois que vous viviez, comme on dit, votre meilleure vie de votre tête-à-tête avec les maladies. Vous en avez fait donc un seul en scène qui s'appelle Malines, que vous avez joué longtemps au théâtre. On va regarder un extrait de votre spectacle. C'est le moment où vous avez appris la nouvelle. Je téléphone à une amie pour me rassurer. Elle rigole. Non mais franchement, Noémie, l'hypocondrie, c'est la seule maladie que les hypocondriaques n'ont pas. J'appelle quand même l'Institut du sein pour prendre rendez-vous. Pas de place avant le 12 janvier. 3 jours d'attente. Je me shoot au sport. Footing, pilates, muscu. 12 janvier. Le radiologue, jeune asiatique aux très jolies mains, m'explique. On va vous faire une échographie et non une mammographie. On n'envoie pas des rayons pour rien, mademoiselle. Vous êtes trop jeune. Donc, échographie, il m'apporte les résultats. A priori, il n'y a rien d'inquiétant. Je respire. Mais... Vous avez les seins denses. On voit pas très bien. Non, on va vous faire une petite mammographie quand même. Ah, il y a encore 10 minutes, j'étais trop jeune. C'est fou comme on vieillit vite dans un hôpital. Ah, la mammo. Alors ça, c'est un moment très agréable, hein, où on t'étire et on t'aplatit le sein comme une crêpe. Non mais je savais même pas que j'avais les seins aussi élastiques. Et tout à coup, ils sont 2 dans le bureau à regarder mes clichés.
Demain, mademoiselle, nous allons vous faire une biopsie pour vérifier les microcalcifications présentes dans votre sein gauche. C'est la procédure habituelle. Une biopsie, c'est l'analyse d'un prélèvement pour voir s'il y a des cellules cancéreuses. Quand? Quoi? Voilà pour le récit du premier jour, de la vie d'après, quand on m'a appris que j'allais me faire soigner à Pompidou, dans un hôpital qui porte le nom d'un mec mort d'un cancer. Je me suis dit que c'était pas gagné, voilà, pour le rire. Ça vous a pris 3 ans de votre vie, ce tête-à-tête avec le cancer du sein. Comment allez-vous aujourd'hui, d'abord? Très bien, merci. Très bien. Et comment étiez-vous après ces 3 ans? Après ces 3 ans, mais je pense qu'il y avait une insouciance quand on apprend ça, peu importe l'âge d'ailleurs. Mais on est dans un tourbillon et on pense à l'après en se disant allez, faut y aller, on fait confiance aux médecins et puis on avance. Et il y a eu ce spectacle qui, je pense, m'a fait beaucoup de bien. Ça a été une forme de thérapie? Ouais, je pense, surtout de l'écrire, après de le jouer, évidemment, tous les jours, de rabâcher cette histoire, ça a été parfois complexe, mais je me suis vite rendu compte, grâce à ce spectacle, en fait, qu'on n'était pas seul dans ce cas-là, et ça donne de la force aussi, donc... Qui est-ce qui vient voir le spectacle aujourd'hui? Franchement, de toute façon, c'est une histoire tellement universelle, malheureusement, on est tous touchés de près ou de loin, parce que soit on a vécu cette maladie, soit on connaît quelqu'un, soit on a peur de l'avoir, donc en fait, je pense que tout le monde est sensibilisé, et d'autant plus grâce à ce mois d'ailleurs, qui est Octobre Rose. Donc, Alexia Cassar, vous aussi, c'est une maladie qui a été comme un électrochoc par la vôtre. C'est la leucémie de votre petite fille qui va très bien. Qui va très bien aujourd'hui. Vous faisiez à l'époque de la recherche en oncologie, on n'était pas très loin du sujet. Ouais. Comment est-ce que vous êtes passée de la recherche à devenir tatoueuse spécialiste de la reconstruction? Je crois que vous n'y connaissiez pas grand-chose en tatouage. Absolument pas. J'avais déjà même pas l'idée de ce qu'était une mastectomie. En fait, dans l'esprit des gens, on enlève une boule, on enlève une tumeur, mais on n'imagine pas qu'on enlève un sein entier et on n'imagine pas derrière qu'il faut le reconstruire. Donc tout ce parcours-là, pour moi, il était un peu occulte parce que ça reste un sujet tabou et ça reste un sujet dont on n'a pas spécialement envie de parler. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a 30% des cancers du sein qui vont donner lieu à une mastectomie. Donc, il y a quand même 20 000 personnes par an qui se voient retirer un sein ou les deux. Et donc... de passer du côté des aidants, parce que c'était vraiment un autre monde, celui d'accompagner une personne malade au quotidien, on réalise réellement ce que le cancer apporte dans la vie de bouleversements professionnels, conjugal, familial, amical. Il y a des gens qui vous tournent le dos, il y a plein de choses qui vous bouleversent. Et à ce moment-là, j'ai senti que ma place de chercheur, elle était un peu inconfortable. Je ne voyais pas comment moi je pouvais aider cette partie des gens qu'on ne voit pas. Parce que pour une personne malade, il y a tout un environnement autour d'elle, en fait. Et du coup, j'ai découvert complètement par hasard le travail de ce tatoueur américain, Vinnie Myers. Et comme un appel religieux, comme une espèce de vocation, je me suis dit, waouh, c'est génial. J'ai posé la question à des chirurgiens qui m'ont dit, écoute, nous, on ne connaît pas cette technique. On a une autre technique qu'on utilise avec nos patientes. Mais si tu veux développer ça, on t'aidera. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous êtes la seule en France aujourd'hui, je crois, ou en tout cas, vous n'êtes pas très nombreux à pratiquer cette technique de reconstruction grâce au tatouage, qui est une forme de trompe-l'œil pour des femmes qui ont subi effectivement des mastectomies. Il se trouve qu'il y a quelques années maintenant, Fanny Allard, qui aujourd'hui fait autre chose pour la rédaction, avait suivi votre travail dans votre atelier. On va regarder le reportage qu'elle avait tourné à l'époque et on en reparle juste après. Ah, il y a un tout petit centimètre. Pourtant, ça se voit pas. Moi, je le vois. Valérie n'est pas là par coquetterie, mais pour la dernière étape d'une longue lutte contre la maladie. Elle est venue de Belgique pour se faire tatouer ici, dans ce salon exclusivement dédié à la reconstruction mammaire post-cancer du sein. Je voulais quelque chose qui soit tout de suite plus... Je veux dire, qui reste dans le temps. Un peu pour tourner la page, oui. Aider les femmes à tourner la page, c'est la vocation d'Alexia Cassar. Cette ancienne biologiste reçoit des femmes dans ce cocon de 20 mètres carrés construit dans son jardin. Son métier, les réparer grâce à une technique qu'elle est la seule à pratiquer en Europe. Le tatouage 3D de reconstruction du téton, un tatouage pérenne. Il s'agit d'un acte artistique réalisé avec les mêmes pigments que les tatouages traditionnels. Avant de pouvoir traiter des peaux si fragiles, Alexia a suivi 2 ans de formation. Il faut donner de l'attention à cette dernière étape parce que c'est celle qui va faire accepter ou pas accepter tout le parcours qui a été avant. On peut trouver du bien-être et de l'estime de soi, on peut retomber amoureuse, on peut retrouver un conjoint, on peut retrouver du travail, on peut retrouver juste son image corporelle. La reproduction du téton est la partie la moins maîtrisée des étapes de la reconstruction mammaire. Les médecins proposent un tatouage dit médical,
réalisé avec des pigments épais qui n'intègrent pas la peau définitivement. Vous sentez quelque chose? Oui, j'ai une sensation lointaine. Valérie a subi une ablation des 2 seins. Elle assure que ce tatouage vient d'une démarche personnelle, mais derrière la nécessité de pouvoir se regarder à nouveau, il y a celle d'affronter le regard de l'autre, des autres. Valérie était en couple depuis 6 ans avec un homme qui n'a pas supporté sa maladie. Beaucoup d'hommes vivent ça très mal, parce que pour eux, c'est une partie de la féminité qui a disparu. Moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve qu'on peut être très féminine, même sans sein. Le sein ne fait pas la femme. Le sein ne fait pas la femme. En France, 1 femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. La chirurgie radicale n'est pas automatique. Devant le miroir. Mais pour se prémunir, la prévention est indispensable à tous les âges de la vie. Mais ça me plaît beaucoup. Ouais. Merci Alexia. De rien. Vous venez de dire à l'instant, Alexia Casar, ce reportage date de 2018. Vous vous souvenez très bien de cette dame? Absolument, absolument. Son histoire m'avait touchée parce qu'elle était venue de Belgique. Donc à l'époque, j'étais en région parisienne. Et elle avait eu un parcours assez erratique aussi, et cancer du sein très jeune, et puis une perte de temps au diagnostic. Mais non, vous êtes jeune, vous avez les seins denses, on ne voit pas bien, c'est des boules qui sont liées, c'est hormonal, etc. Exactement ce que raconte voilà. Donc aujourd'hui, une grande partie de ma clientèle, c'est plutôt des femmes jeunes, des jeunes femmes qui viennent à cette solution-là, et elles racontent beaucoup la même histoire de ce fait qu'aujourd'hui, les médecins voient de plus en plus de cas de cancer chez la femme jeune, cancer du sein. Et donc, il y a encore une partie du corps médical qui a tendance à faire un peu de gain de temps pour éviter la mammographie, qui reste l'examen de référence pour le diagnostic. Donc, il se trouve, Noémie, vous me l'avez appris à l'instant, que vous avez eu un 2e cancer après votre premier cancer, et que vous avez subi une mastectomie. Et vous pouvez témoigner que le chemin de la reconstruction, ne serait-ce que physique, est un très long chemin. Exactement. Ouais, non, je l'ai pas. J'ai pas encore franchi le pas de retourner faire ce sein qui est manquant. Voilà, je me suis dit bon, ça fait partie de moi. Je pense qu'un jour j'irai, mais là pour le moment, c'est pas le moment. Donc. Parce que quoi, trop de chirurgie? Ouais, parce que la première fois, en fait, quand on a vécu ça, en fait, j'ai eu des rayons et ça colle un peu la peau. Et ils expliquent que ça va être plus compliqué pour que la prothèse prenne, en fait, et ça m'a fait un peu reculer de 3 pas en me disant bon, je crois que quand on a passé beaucoup de temps à l'hôpital, après il y a un truc où on se dit oh, je crois que j'ai envie de faire une petite pause, donc mais j'irai. Docteur Anne Bredard, le cancer du sein est souvent considéré comme un cancer commun, je le mets entre guillemets, banal, dont on guérit la plupart du temps. Alors c'est plutôt bien, effectivement, aujourd'hui on guérit mieux des cancers quand ils sont pris à temps, mais le revers de la médaille, c'est qu'on oublie parfois qu'il y a des conséquences, même quand on est guéri, très lourdes sur le corps, bien sûr, on vient d'en parler, mais aussi sur le plan social, sur le plan conjugal, sur le plan émotionnel. C'est de tout ça qu'il faut guérir aussi. Effectivement, quand on a terminé les traitements de cancer du sein, souvent on développe peut-être une peur de la récidive. Et c'est un aspect qui est très fréquent chez des personnes qui ont été traitées pour un cancer. Et donc, c'est important de savoir que cette réaction est tout à fait normale, mais que peut néciter un accompagnement, une aide psychologique par rapport à cette peur qu'on peut développer. En tout cas dans l'après-traitement du cancer du sein. Il faut guérir de la maladie et guérir d'avoir été malade? Effectivement, c'est exactement ce que l'incertitude, on ressent un sentiment d'incertitude sur l'avenir et qui peut se développer vers des très grosses peurs de récidive et donc nécessiter une aide particulière. Il n'y a pas simplement, Alexia Casar, j'imagine que toutes les femmes qui viennent dans votre atelier vous le disent. Il y a bien sûr les séquelles physiques, ce que ça a fait au corps, et notamment la mastectomie. Mais il y a aussi ce que ça a fait sur son poids, à ses cheveux, à ses sourcils, l'horizon, enfin tout le panel de ce que ça a coûté au corps et à la tête est large. Oui, il y a tout ce que ça a coûté sur le plan émotionnel, sur le plan physique, mais aussi sur le plan financier, parce que c'est une vraie charge
Les patientes qui passent par tout type de cancer, et tous les patients en général, ils ont des restes à charge qui sont énormes. Et effectivement, il y a une séquelle qui a plusieurs couches et plusieurs niveaux. Et effectivement, il faut aussi, dans l'accompagnement, peut-être mieux repenser aussi cet accès aux soins et aux soins de l'après-cancer et à ce qu'on appelle soins de support, parce que certains soins sont encore considérés comme facultatifs et pas remboursés, et notamment l'accompagnement psychologique qui n'est pas accessible à tous et pas accessible à toutes. Alors, il y a eu des projets de loi qui sont censés ouvrir les vannes magiquement pour donner plus d'accès aux gens qui ont eu un cancer du sein. Ça reste une inégalité patente pour tous les autres cancers. Et donc, il y a plein d'autres cancers qui sont aussi victimes d'alopécie, de modifications corporelles. Le schéma corporel, il est bouleversé après la maladie pour tout type de cancer. Donc, il y a urgence à repenser cet accompagnement et ces effets d'annonce qui ont, à date, toujours pas été votés. Inégalité dans l'accès aux soins, inégalité dans la gestion de l'après-cancer. J'imagine que quand on sort d'un deuxième cancer, on a un appétit de vie, et c'est ce que vous racontez aussi dans le spectacle. Est-ce que c'est au point parfois justement de mettre un peu sur le côté le suivi psychologique, il faudrait peut-être qu'on ait, et de s'accorder du temps pour se réapproprier sa vie, son corps, etc., tout ce qui a été abîmé? Ouais, disons qu'on n'oublie pas, il y a une insouciance, je pense, quand on vit ça à l'instant présent. Après, il y a l'après où on se dit, pourvu que ça ne revienne pas. Et puis là, je suis passée tant mieux, je pense, à l'étape où j'ai un peu oublié. Des fois, je suis spectatrice, je me dis, oh waouh, me concernant, j'ai vécu tout ça. C'est fou, de se dire, on est passé par tous ces traitements, toute cette peur, évidemment, de mourir. On ne va pas se mentir que ça fait partie quand même. Et ça fera tout le temps partie de nos vies, en fait, malheureusement. Est-ce que le regard que vous portez sur vous a changé? Et est-ce que le regard des autres sur vous a changé? Et si oui, comment? Et est-ce qu'il est compliqué à vivre parfois? Non, je pense que pour les autres, en tous les cas, pour mes amis, pour les gens qui m'entourent, je leur ai permis de ne pas faire l'autruche, et que s'il y avait une moindre peur ou un doute, de consulter. Et ça, je pense que c'est ça qui est le plus important. Mais quand on a un petit doute, il faut aller, faut pas attendre, quoi. C'est ça qui a changé. Après, pour ma vie personnelle, non. Tous les tracas de la vie du quotidien qu'on peut tous avoir, ils sont toujours là, et ça ne change rien, malheureusement, parce que la vie est bien faite et on passe à autre chose quand même dans le quotidien. On va se tracasser pour... Dans votre féminité, j'imagine qu'il en est sujet aussi dans votre atelier, dans votre intimité. Quand même, j'imagine que les choses ont changé. Quand vous vous regardez dans le miroir, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je me dis... j'essaie de pas m'arrêter à ça, mais c'est ma personnalité. Évidemment qu'il y a des amis que c'est très dur pour elles de se voir et tout ça. On fait face avec ce qu'on a. Ouais, je me dis c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Je suis en vie. Après, ça n'empêche que oui, au moment de la perte des cheveux, tout ça, c'est douloureux. En tant que femme, de se retrouver, même dans le spectacle, j'en parle. Au moment, les personnes qui vivent ça en ce moment, la sexualité, le regard, oui, c'est pas facile. D'où les médecines parallèles, que ce soit les psychologues, mais aussi il y a plein de médecines parallèles pour faire du bien, faire du sport, les acupuncteurs qui aident aussi même pour le moral, en fait, parce que il y a quand même des baisses de morale, et c'est souvent pas pendant, parce qu'on a une force en nous, c'est souvent après que les nerfs retombent et on se dit « Oh, waouh, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Vous le constatez, Anne Bredard, dans votre cabinet, c'est ce contre-coup. On donne tout quand il s'agit d'être face à la maladie, et c'est après qu'il faut faire attention à ne pas s'effondrer une fois qu'on a tout donné. Oui, effectivement, ça arrive qu'on se montre très résiliente pendant toute la période des traitements, et puis que à la fin des traitements, justement, on réalise tout ce qui s'est passé, et que, bon, à ce moment-là, on panique un peu, et on a besoin d'aide psychologique ou d'un soutien, un accompagnement à ce moment-là, effectivement. Alexia, mais je pense que tous les témoignages que j'entends là reflètent vraiment très bien ce qu'on peut écouter, entendre dans nos consultations de psychologues. Alexia Cassard, je crois que beaucoup de femmes viennent vous voir avec leur partenaire de vie, homme ou femme, et ils racontent à quel point, dans l'intimité d'un couple, d'ailleurs qu'on soit en couple ou célibataire, mais il y a quelque chose qu'il faut renouer, qu'il faut guérir aussi là-dedans, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à soi. Tout à fait. En fait, alors malheureusement, les statistiques sont aussi un peu cruelles. C'est que le fait de faire face à une annonce bouleverse aussi
le couple en tant que tel. Et il n'y a pas de statistiques précises, mais beaucoup des couples explosent avec l'annonce de la maladie. Et donc, parfois, le conjoint ou la conjointe a du mal à faire face à la souffrance et peut-être à sa propre souffrance en miroir. Ce qui est important, c'est quand on a la chance d'être accompagné, c'est de se trouver des espaces de dialogue pour pouvoir justement, à petits pas et à petite étape, renouer cette intimité qui est bouleversée par le schéma corporel qui est complètement modifié, à la fois par les traitements, par la fatigue, par le bouleversement de cette annonce, et puis le fait que la vie continue. Donc il faut continuer à s'occuper de ses enfants, il faut continuer pour certains et certaines à travailler. Donc il faut effectivement trouver la force de demander de l'aide et la force de parfois dire je suis fatiguée, j'ai besoin de soutien, parce que cette image de la combattante, de la guerrière, elle a un peu aussi abîmé certaines qui se disent moi je me reconnais pas dans cette image de guerrière parce que j'ai été fatiguée, j'ai été affaiblie par la maladie et j'ai pas ce verbatim de la combattante et parfois elles en ont honte. Donc il faut aussi dire aux personnes qui sont malades, vous n'êtes pas obligé de vous sentir une superwoman. Il y a des moments où ça sera un peu plus down et les oncopsychologues et puis tous les soins de support sont là pour vous aider aussi. Je voudrais qu'on y vienne à ce champ lexical de la guerre, du combat, de l'héroïne. Combien de fois on entend, et c'est à dessein que j'utilise depuis le début de cette émission, l'expression votre tête-à-tête avec la maladie et non pas votre combat contre le cancer. Vous l'avez vécu, Noémie, cette espèce d'injonction à être forte, à être combattante. Alors bien sûr, l'intention est bonne parce que ce sont des gens qui vous portent et qui souhaitent pour vous que vous soyez plus forte que la maladie. Mais quand on entend malheureusement dans les cas où les femmes décèdent, la maladie a été plus forte. C'est une expression terrible en réalité. Mais c'est exactement ça. Des fois, on me disait qu'est-ce que vous pouvez dire ? Soyez fort. Mais en vrai, malheureusement, j'ai perdu des gens très forts qui ont tout fait pour s'en sortir et qui sont plus là. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de règle. En effet, c'est plus pour nous la force moralement d'avancer et de se dire qu'on va y arriver. Ça, cette force-là, on l'a tous en fait, puisque quand on est au pied du mur, on a envie de vivre. On va pas se... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il n'y a pas vraiment de... Malheureusement, l'issue n'est pas la même pour tout le monde. Donc. Cette injonction sociale à se surpasser, Anne Bredard, et ce champ lexical de la guerre contre la maladie, elle fait du mal aux patientes que vous recevez ? En fait, ce que vous me dites là me fait penser aussi au fait que les patientes qui sont diagnostiquées de cancer du sein, traitées pour cela, ont peur aussi de faire mal à leurs proches. Et donc, dans une mesure une façon de protéger leurs proches, elles essaient de faire face et de se montrer fortes. Et donc, c'est vrai que c'est important et il y a tous ces problèmes aussi de communication avec les enfants ou avec le conjoint. Et donc, nous, on essaie justement d'amoindrir un peu cette volonté de vouloir se montrer forte et de protéger les autres, et donc de faciliter la communication avec les enfants ou dans le couple. Est-ce que dans les sentiments qui traversent les patientes que vous voyez, il y a parfois une forme de culpabilité, qui est un sentiment quand on est malade terrible à Oui, porter. exact. C'est ça que je veux dire, effectivement. On doit travailler ça, ce sentiment de culpabilité qui n'a pas raison d'être du tout, mais qu'elles peuvent ressentir souvent. Alexia Cassard, vous disiez au début de l'émission qu'une femme atteinte d'un cancer du sein, alors on parle du cancer du sein aujourd'hui, mais on pourrait parler malheureusement de beaucoup de types de cancers, et pas que pour les femmes. Quand il touche une personne, il touche en réalité son entourage, sa famille, ses amis, son travail. C'est à répercussion vaste. Oui, c'est une sorte de chaîne en fait dans laquelle il peut y avoir une sorte de vertu, parce que ça crée une chaîne d'espoir et une chaîne de force quand il y en a un qui est faible, l'autre peut prendre le relais. Mais ça crée aussi parfois des incompréhensions, des souffrances qui ne sont pas forcément dites. Et donc, c'est important que les proches soient aussi accompagnés. Et donc, par exemple, pour les cancers pédiatriques, il faut accompagner les fratries, il faut accompagner les frères et sœurs, il faut accompagner ceux qui sont dans le quotidien pour qu'il y ait une circulation positive et des choses
positifs qui sortent de tout ça. Et moi, je suis très investie aussi auprès de la cause des cancers pédiatriques. Et je vois, il y a une propension naturelle chez l'enfant à trouver le positif là où il est et à profiter des choses. Et ils ont une vision complètement différente des adultes qui sont malades. Pourtant, ils ont des traitements qui sont aussi extrêmement forts et extrêmement invalidants. Mais ils ont cette capacité à rayonner d'autres choses. Et c'est vrai que ce tabou-là, il faut le briser, le cancer de l'enfant. Le cancer en général va nous toucher tous. On vit de plus en plus vieux, donc on va forcément statistiquement plus faire face à tout ça. Et donc il faut aussi changer le regard de la société sur cet accompagnement. C'est une parenthèse pour certains. On a la chance pour ceux qui rentrent en rémission, qui sont guéris, de pouvoir avoir une vie après. Et nous, on est là pour en témoigner aussi. Mais il faut accepter que dans cette période-là, il faut aider les structures familiales. Il faut des structures aussi d'appui, de répit et de repos pour que les aidants puissent continuer leur mission. Les aidants, bien sûr, Noémie Caillot, ne sont pas malades et parfois, pensant bien faire, ils sont déboulés, accrochés aux pieds des malades, demandant trop de nouvelles parfois, pas assez quand il ne le faudrait pas, voulant parler d'autre chose alors que ce n'est pas le bonjour. Vous l'avez vécu, ça? Je crois que vous parlez beaucoup de votre entourage, notamment de vos parents dans le spectacle. Il faut porter l'inquiétude de sa propre mère, de sa propre fratrie. Ça aide pas? Non, ça aide pas, mais c'était aussi pour qu'il y ait un peu d'amusement dans ce spectacle, parce que le sujet s'y prêtait pas forcément. Et en effet, la réaction des gens souvent est on ne sait pas quoi dire face à quelqu'un qui est malade, face à quelqu'un qui vit un drame. Et oui, j'ai essayé de sortir les petites pépites, comme par exemple, je sais pas, il y a une copine qui me dit ah, mais t'inquiète pas, ma tante a eu ça, tu vas t'en sortir, Noémie. Et elle va bien. Ah bah non, elle est morte, mais bon, t'inquiète pas. Tu vois, ce genre de phrase, vous voyez, où vous dites ok, bon, c'est pas grave, mais on le prenait avec le sourire quoi qu'il. Mais c'est vrai que des fois on se dit. Et en même temps, ça me permet maintenant face à avoir une meilleure réaction moi de mon côté, faire attention à mon phrasé, quoi. Et à la fois, charge parfois aussi même aux malades, et c'est là que ça devient quand même vraiment lourd à porter, d'accompagner les accompagnants en leur disant voilà ce dont j'ai besoin. Alors parfois c'est utile, hein, voilà ce dont j'ai besoin, dont tu me parles aujourd'hui je veux bien, demain je veux pas. C'est important aussi de le dire. Exactement, c'est exactement ça. Toi, tu vis ça, toi t'es l'accompagnante, t'as été l'accompagnante, oui. Donc tu sais d'autant plus... Et puis d'une personne qui avait 10 mois à l'époque. Moi, ma fille, elle était tout bébé, donc au final, c'est une autre chance, c'est qu'elle a vécu ça comme un nourrisson. Donc, elle avait les effets secondaires, mais elle les a pas vécus. Elle n'a pas de souvenirs. Mais par contre, on est spectateur aussi. Et c'est ça, il faut arriver à trouver le juste milieu, d'être soignant, être aidant. Il faut aussi garder sa place d'accompagnant et pas de soignant bis. Et après, il faut retrouver sa place aussi. Oui, on n'est pas des soignants quand on est accompagnant. Anne Bredard, comment fait-on pour être un accompagnant qui n'a pas besoin d'être accompagné? Oui, c'est effectivement difficile, c'est important de se parler. Et parfois, c'est difficile justement de se parler sans avoir une aide extérieure. L'important, c'est de pouvoir se communiquer, exprimer ce dont on a besoin, exprimer son ressenti. Et c'est la seule solution, je pense, pour ajuster les besoins et les apports de l'un et de l'autre. Et vous conseillez aux personnes qui viennent vous voir de dire aux gens autour d'eux comment il faudrait qu'ils soient, ce dont il faudrait qu'ils parlent, quel rythme donner à l'accompagnement? Oui, effectivement, en effet, de simplement pouvoir l'exprimer gentiment, mais c'est important d'exprimer ce qu'on ressent et ce dont on a besoin. L'après-cancer, on l'a évoqué, Noémie, c'est pour certaines une épée de Damoclès avec le stress de la récidive. On a évoqué comment on pouvait composer avec ça quand on est une jeune femme et qu'on a potentiellement, rien n'est obligatoire, envie un jour d'avoir des enfants. Il y a une réalité aussi sur la question d'une éventuelle maternité. Quand on a perdu 1 ou 2 seins, ça pose aussi des questions. Vous parlez dans le spectacle, il me semble, du fait que vous avez dû faire congeler vos ovocytes. Il faut aussi passer par là. Oui, je pense que
à 27 ans, justement, on pense plus à la maternité qu'à la maladie. Et là, on est évidemment dedans, puisque c'est mon mois TEP scan, écho, mammo, prise de sang. Et en effet, ce désir d'être maman que je n'ai pas encore réalisé. Et oui, c'est sûr que il y a un sentiment d'injustice de se dire double peine de ne pouvoir donner, avoir pour le moment. Après, grâce à la science, on a quand même des possibilités maintenant de devenir maman et je croise les doigts. Mais oui, c'est un sujet, évidemment, c'est l'après-cancer, exactement. C'est côté psychologique et les rêves, les envies qui sont parfois limitées ou alors il y a des petites embûches. Mais bon. Parce que vous l'avez évoqué brièvement, mais l'après-cancer, quand on est en rémission, c'est quand même un suivi très... Ah oui, tous les 6 mois, enfin, me concernant, en tous les cas, après, oui, en général, c'est au moins une fois par an, et on revit la scène, parce que c'est comme des traumatismes, en fait. On va pas à la mammographie Ah non, on n'est pas légère. Non. Parce qu'on se dit que, malheureusement, on sait ce que c'est. On réentend toujours cette phrase de la première fois où on nous dit... Attends, je re-regarde. Et là, on fait OK, ça va. Il y a de l'anxiété, mais une semaine avant. Hein, le corps, je me raidis, me concernant, je me raidis d'un seul coup à me dire oh là, pourvu qu'on me dise que tout va bien et on a envie de l'entendre. On ne connaît pas beaucoup de femmes qui vont à la mammographie le cœur léger. Alexia Cassard, ce désir que ça complique le parcours de femmes et notamment jeunes vers un rêve, une projection de maternité, ça vous le voyez aussi dans votre atelier? Absolument, elles le verbalisent assez facilement. Alors, moi, je ne suis pas personnel médical, donc elles ont une propension à se confier sur des sujets qu'elles n'osent des fois pas aborder ni avec leur conjoint, ni avec leur médecin. On pleure beaucoup dans votre atelier? On pleure beaucoup de joie à la fin, on pleure un peu au début, et puis c'est nécessaire, en fait. Moi, je leur explique qu'on va ancrer quelque chose. Avec l'encre avec un littéralement. E. Et après, il ne faut pas ancrer avec un A des choses négatives, en fait. Donc, il est mieux de se débarrasser du fardeau avant. Et puis, moi, ça m'est nécessaire pour comprendre leur parcours et pour les accompagner. Et puis, à la fin, il y a quelque chose de libératoire. C'est-à-dire qu'après toutes ces épreuves de la maladie, de l'annonce des traitements, des bouleversements émotionnels, familiaux, conjugaux, sociétaux, professionnel, tout ce qu'il y a dedans, je les mets devant le miroir et il y a quelque chose qui est réparé en à peine 30 minutes en ce qui concerne le geste de tatouage, quand il est fait de manière habile et professionnelle. Donc il y a une petite compensation qui n'est rien, qui peut être considérée comme futile. On va leur dire mais t'as pas besoin de ça. Eh bien si, en fait elles ont besoin de ça pour se retrouver face à elles-mêmes et pouvoir se dire ok, ça c'est fait, je coche cette case-là. Il y a une partie de moi qui est à nouveau présente et à nouveau complète. Je vais travailler sur les autres aspects de ma reconstruction émotionnelle et on avance. Sachant que, pardon, vous avez votre spécialité qui est donc la reconstruction de ce mamelon avec cet effet d'optique. Il y a d'autres femmes qui choisissent certaines qui ont eu une mastectomie, qui se sont fait des tatouages aussi à l'endroit de la cicatrice. Il y a toute une panel de possibilités en fonction de ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait exactement. Du bien. C'est une sorte d'open bar. Moi, j'appelle ça l'open bar téton parce que c'est vraiment ce qu'on peut faire. Toutes les options sont ouvertes à partir du moment où il y a un avis médical favorable et où il y a un terrain qui le permet. Évidemment qu'une personne qui est en cours de traitement, c'est pas le moment. Il y a des solutions qu'on peut leur proposer. Et moi, j'ai créé des petits tatouages temporaires comme des décalcomanies, comme ce qu'on avait dans les chewing-gums dont je ne vais pas citer la marque. Pour tester, parce que cet effet de trompe-l'œil, il peut aller à certaines qui peuvent se dire, moi, ça me suffit d'avoir le visuel dans le miroir. Et puis d'autres, comme c'était le cas de Valérie qu'on voit à l'image, peuvent faire le choix d'une petite greffe ou d'une petite intervention chirurgicale pour recréer le mamelon visuellement. Donc tout est ouvert, tout est possible à partir du moment où c'est quelque chose qui a été discuté et qui a été choisi. Il y a beaucoup de choses qui sont passives dans l'annonce du cancer. On est passif, on se finit par être impatient, on est patient et puis on vous modèle un peu, on vous donne pas trop le choix en fait. Cette dernière étape, elle est vraiment à leur choix, on le choisit ensemble et c'est très émouvant quand on passe ce temps de choisir un dessin, de choisir une symbolique, de dire bah non, moi mon sein je sais qu'il sera plus jamais comme avant, je vais faire un cœur nichon à la place et puis je vais me donner la liberté dans la deuxième partie de leur vie, cette dame-là, elle a une bonne 60aine d'années, de choisir de faire un tatouage décoratif comme j'ai jamais osé le faire ailleurs sur mon corps.
Moi, je les modère toujours un peu parce que c'est la fin du droit à l'oubli aussi. Le tatouage décoratif, il ne peut pas s'effacer. Autant un mamelon, on peut oublier qu'il est tatoué. Autant un tatouage sur une cicatrice, il faut l'exercer avec prudence. Et donc, c'est aussi un appel pour un peu encadrer ces pratiques qui sont de plus en plus communes. C'est facile de pousser n'importe quelle porte et de demander à n'importe quel tatoueur ou à n'importe quelle esthéticienne de vous tatouer sur un sein reconstruit. Moi, j'appelle aussi à une certaine forme de prudence et de modération parce qu'on a un pouvoir de reconstruire l'estime de soi, mais on peut aussi le détruire si ce geste n'est pas professionnel, s'il n'est pas exercé intelligemment et s'il marque le corps de manière ostensible, il va laisser la porte ouverte à toutes les interprétations du monde. D'autant qu'on vit dans une société, Noémie, vous évoquiez hors antenne l'été à la plage, voir une femme avec un sein ou pas de sein, et en fait, le regard des gens, quoi. Mais ouais, je m'en suis rendu compte plus cette année, bizarrement. Avant, je voyais pas, et là, je voyais les gens, ils regardent parce qu'ils se disent... Parce qu'évidemment, je mets pas de prothèse quand je suis en maillot de bain, et oui, je vois le regard, et même pour s'habiller, mais c'est très juste ce que tu dis quand tu dis le patient est patient et que c'est un choix de faire la reconstruction, le mamelon et la reconstruction. Oui, c'est vraiment ça. Ça me parle vraiment ce que... Il n'y a que 20-30% des femmes qui font un choix de reconstruction mammaire, en fait. C'est encore des chiffres très bas, avec toutes sortes de raisons. Toi, tu as évoqué tout à l'heure, j'ai pas envie de me faire réopérer, j'ai un peu peur, je sais pas si ça sera possible, etc. Tout ça est mélangé. Et il y a un critère aussi qui est le critère économique. Parce qu'il faut savoir que ça reste quelque chose qui est extrêmement onéreux, même si c'est encadré, même s'il y a des prises en charge qui sont dans le cadre de l'ALD, ce qu'on appelle. Il y a quand même beaucoup de dépassements d'honoraires. Et donc aujourd'hui, c'est aussi un frein. Et pour ce qui concerne le tatouage, c'est pas un acte qui est pris en charge, puisque moi je fais du tatouage artistique, c'est pas un acte médical, il fait pas partie ça coûte plusieurs centaines d'euros. Plusieurs centaines d'euros. Et pour le coup, c'est pas couvert en dehors de certaines mutuelles que je remercie et qui me font confiance depuis 8 ans et qui ont mis en place des partenariats. Et puis certaines caisses de sécu, quand les patientes ont la possibilité de faire un dossier de demande d'aide exceptionnelle, il peut y avoir des aides au titre des aides financières. Donc ça reste aujourd'hui encore quelque chose qui peut être un frein. Anne Bredar, est-ce que dans votre cabinet, vous les voyez, ces femmes précisément qui se posent des questions sur la question de la reconstruction, du tabou qui existe encore autour des prothèses mammaires? On a connu des histoires aussi de prothèses de femmes malheureusement qui avaient été malades, qui ont été mal opérées, et donc le cercle vicieux a été terrible pour elles. Vous les voyez, ces femmes, se questionner et hésiter? Oui, tout à fait. Ça fait souvent partie de longs échanges, ou en tout cas de longs propos que nous tiennent ces patientes. Évidemment, il y a le chirurgien qui peut apporter des informations sur les différentes approches qui peuvent être proposées pour la reconstruction du sein. Nous sommes là surtout, les psychologues, pour leur permettre d'exprimer leur vécu par rapport à ces choix, et des choix qui ne sont pas toujours ni l'un ni l'autre favorables, mais donc qui sont associées à des émotions douloureuses qu'elles ont besoin d'exprimer. Et parfois, il peut y avoir aussi des regrets d'avoir entamé des reconstructions, alors que il y a des difficultés de cicatrisation. Donc oui, effectivement, nos consultations sont souvent concernées par ce type de questionnement et de vécu par rapport à ces reconstructions, à ces choix. Ouais, mais choisir aussi le temps qu'il nous faudra pour reconstruire, c'est aussi se réapproprier ce temps qu'on nous a volé. On a évoqué rapidement la question de la maternité. Anne Bredar, ce n'est pas tout à fait votre champ de compétences, mais faut-il le rappeler, ce n'est pas parce qu'on a eu un cancer du sein ou une récidive qu'on ne peut pas à terme avoir d'enfants aujourd'hui. Effectivement, oui. Tout à fait. Et ça fait partie aussi de questionnements que les femmes veulent évoquer durant les consultations, les choix par rapport à l'avenir en termes de maternité.
Et puis, toutes les questions d'allaitement, il y a aussi beaucoup d'injonctions sur l'allaitement aux femmes enceintes et avec les questions que ça peut poser, bien sûr, quand on a subi une mastectomie. Noémie Caillot, on évoquait le champ lexical de la guerrière qui devrait être forcément très forte et forcément très puissante et forcément plein de choses. Autre injonction sociale, ce fameux on va reprendre une vie normale maintenant. Est-ce que ça aussi, ça a été compliqué? Est-ce que vous avez eu le loisir de choisir le moment où vous alliez retourner, je mets avec beaucoup de guillemets, à la vie normale, ou ça c'est venu à vous tout à fait naturellement? Je pense que même pendant les traitements, on a la vie normale. C'est juste qu'on a cette peur qui nous quitte pas d'entendre juste que tout va bien à un moment donné. Mais la vie, elle continue tout le temps, et heureusement, mais différemment et à chaque fois. Et c'est comme on disait tout à l'heure, c'est surtout après que c'est parfois plus dur. Et c'est là où les accompagnants sont encore plus... on a encore plus besoin d'eux, en fait. Le récit, le spectacle, vous avez commencé à l'écrire dans votre tête à quel moment? C'était l'idée, en fait. Je travaillais dans un théâtre et c'est eux qui ont eu l'idée de faire ce spectacle. Vous étiez ouvreuse dans un théâtre? Ouais, je travaillais à l'accueil, exactement. Ouais. Et c'est grâce au directeur du théâtre qui m'ont dit « Noémie, il faut raconter cette histoire ». Et j'avais tellement... Je comprenais même pas, je disais mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire les gens de cette histoire, sans comprendre que c'était universel comme ça. Parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, en 2012, il n'y avait pas les réseaux sociaux, enfin il y avait les réseaux sociaux mais on ne parlait pas encore, il n'y avait pas Octobre Rose, il n'y avait pas cette chance en fait pour les femmes malades à présent et les hommes malades de pouvoir en parler. Et je pense que oui, ce spectacle, il est arrivé à un moment donné de ma vie où j'en avais besoin, et c'est ce qui m'a sans doute beaucoup aidé. Alexia Cassard, sur la nécessité d'évacuer d'une façon ou d'une autre cette histoire-là, d'en faire aussi quelque chose qui n'est pas que soi avec soi-même, mais de décharger l'histoire. Beaucoup de femmes que vous rencontrez font d'une façon ou d'une autre la même démarche? Oui, absolument. Elles se donnent la chance de faire une renaissance. Et en fait, je le vois vraiment devant le miroir, ce moment un peu fondateur de j'ai pris le temps de prendre soin de moi. Et surtout depuis que maintenant je suis excentrée dans un tout petit village, mon studio est dans un tout petit village du Var, c'est un périple, c'est presque un pèlerinage de venir jusqu'à chez moi. Elles me disent, j'ai enfin pris le temps de prendre du temps pour moi. J'ai laissé mes enfants, j'ai laissé mon mari. Des fois, elles partent avec une copine. Elles ont pris le train. Certaines viennent de loin. J'ai une cliente qui est venue du Liban, qui viennent d'Espagne, de Suède, de Belgique. Enfin, c'est devenu un espèce de temps pour soi qui, dans la période de la maladie, a été rare parce qu'elles ont rarement pris le temps de tout laisser derrière elles. Et j'ai la chance autour de chez moi d'avoir des gens super qui les accueillent, des petites chambres d'hôtes. Donc en fait, elles font de cette dernière étape quelque chose d'assez heureux. Et c'est comme une rupture, et c'est comme un point de départ de quelque chose de positif. Et en fait, moi aussi, comme toi, avec ces années, la difficulté, les choses, on a pris de l'âge, on a pris aussi de l'expérience. Eh bien, j'ai un accompagnement qui est plus apaisé aussi, qui est sans doute assez tranquille. Et c'est ça aussi qu'elles viennent chercher. C'est poser les armes, en fait. Les injonctions, on a le droit de ne pas y souscrire. Et puis, on a le droit aussi de retrouver cette insouciance et cette envie de repartir sur des bases neuves. La maladie, elle sera toujours là, elle restera toujours dans un coin de sa tête. Et ce que tu dis est très juste sur les examens. Et j'insisterai jamais assez en tant que chercheur, parce qu'à côté de ça, j'ai un travail toujours dans la recherche sur le cancer. Mais le dépistage, ça reste très important. Et puis, cette sagesse qu'on acquiert, moi, je suis heureuse de revoir Noémie des nombreuses années après, parce qu'elle m'avait marqué au tout début de mon expérience. On s'est rencontrés en 2017. Il y avait cette génération de jeunes entrepreneuses. Exactement. Il y avait toute une force commune de sororité, de choses comme ça. Tout le monde est revenu à des choses un peu différentes. Certaines ont changé de voie, certaines ont gardé la même voie. Mais on a tout acquis, je pense, une certaine expérience. On a posé un peu les choses. Et c'est un plaisir de partager ce plateau avec toi, parce que moi aussi. Parce que t'as pas changé. Écoutez, je vais vous laisser. Mais moi, elles m'ont illuminée aussi. Moi, c'était différent, parce que moi, j'avais pas été malade et je me sentais pas forcément légitime de pas avoir été malade. Et aujourd'hui, c'est une chance de pas avoir projeté mes propres souffrances sur ces personnes que j'accompagne, parce qu'elles sont différentes et que y a pas de discours qui vaille mieux que l'autre. Et
la force de cette génération de jeunes femmes qui ont montré aussi que le cancer des femmes jeunes existe, qui n'ont pas perdu le pied et qui ont osé en parler. Ça a été aussi fondateur de plein de choses. Oui, Noémie, vous voulez dire un truc ? Non, pour conclure, quand même, on voulait parler de l'après-cancer aujourd'hui. Évidemment, tous les ans, ce 1er octobre, c'est un rendez-vous immanquable et on a en tête toutes celles qui sont en tête-à-tête avec la maladie aujourd'hui. Anne Bredard, on le rappelle, l'enjeu de ce mois d'octobre rose, c'est s'il y a un message à faire passer, c'est dépistage. Oui, effectivement, c'est le message qu'on fait passer. Et c'est-à-dire aller voir son gynécologue quand on a un doute, mais pas forcément aller faire sa mammographie une fois. L'autopalpation, si je peux me permettre, parce que le dépistage, c'est de 50 à 74 ans. C'est vraiment un programme qui est destiné à la période dans laquelle les cancers du sein sont les plus fréquents. Mais l'autopalpation, ça concerne tout le monde, femmes et hommes. Et donc, il y a des gestes très simples. Et, voilà, et si on ne sait pas comment faire, il y a sur Internet énormément de vidéos qui vous montrent comment s'autopalper. C'est très important. Merci infiniment. Merci à toutes les trois d'être venues sur ce plateau. Alexia Cassard, les réseaux sociaux vous veulent du mal car brouillent votre page, votre site, mais on peut vous trouver si on vous cherche sur Instagram, notamment votre travail magnifique. Une belle pivoine, signe de reconstruction et de renaissance sur votre bras. Noémie Caillot, votre spectacle Maline, ça sera lundi sur Canal+, première diffusion et après en replay, comme on dit en bon français. Anne Bredard, merci beaucoup. On salue toutes les équipes de l'Institut Curie qui font, on le sait, un travail formidable et pas que les oncologues. On évoquait les psychologues, bien sûr. On peut aussi parler aux perruquiers, aux X esthéticiennes qui font un boulot formidable. Merci beaucoup. Une émission à revoir en replay, à réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure.